Michel Moreau, natif de la Bourgogne, près de Mâcon, dans le milieu viticole. C'était l'origine de la famille du côté de mon père. Et puis, après mon service militaire, j'ai eu une proposition de ma grand-mère maternelle, qui était veuve depuis Verdun, 1916, et avait donc repris elle-même l'affaire de son mari, qui était graveur sur pierre fine et les camées en particulier. Donc j'ai accepté de monter à Paris, comme on dit, et d'apprendre ce métier dont je n'avais aucune connaissance. Il fallait bien que je m'y mette, donc j'ai commencé à suivre les cours de gémologie avec M. Gobel et Mademoiselle Level, dont j'ai un très bon souvenir, et ce sont eux qui m'ont vraiment donné cette passion pour regarder les pierres et savoir les regarder, mais en même temps apprendre à les aimer. Et puis, aussi, à les identifier. Alors, j'ai passé le brevet de gémologie, hein, et il y avait auparavant, quelques années, enfin, ça devait être en 1960, Daniel Piat, qui était certainement un des premiers brevetés. Lui qui était donc la maison Gros-Piron, et je pense qu'il était un peu comme moi, il avait aussi des diplômes qui ne correspondaient pas à la gémologie. Mais il a pris aussi, il a eu cette passion, et en même temps, moi c'est là où je crois que c'était un personnage intéressant à suivre, parce que c'est un visionnaire. Et il a commencé par dire, moi j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien dans les gemmes, mais il y a une foison de bijoutiers qui ne connaissent rien. Alors, pourquoi ne pas faire une association française de gémologie et qui, avec peut-être un professeur qu'il a commencé à chercher, mais qu'il a trouvé par la suite, et on pourrait apporter ce que nous avons appris de M. Gobel et de Mademoiselle Level, hein, la science des gemmes, et parce que les bijoutiers en province n'avaient rien. Et c'était la loupe à l'œil, bien entendu presque tous des bons horlogers, mais pas des gémologues. Alors voilà, ça c'est le départ en 1961, décembre 61. Daniel Piat a réuni quelques membres déjà brevetés et il a formé un bureau. Et moi, en 63, ayant passé le brevet, Daniel Piat m'a demandé de venir à une réunion pour voir comment ça se passait à l'association de gémologie, parce que les statuts avaient déjà été déposés, il y avait déjà eu du courrier, et je me suis engagé parce que c'est Daniel Piat, il m'a fasciné. Hein, c'est vrai, et puis pour moi c'était mon parrain, quoi. Et puis voilà. Alors il y avait Michel Gaucher qui était déjà aussi dans l'équipe, et moi j'étais au fond de la salle. Puis il y a Daniel Piat, Michel, tu vas prendre la direction du bulletin, on va faire un bulletin. Parce qu'à un moment donné, il voulait faire des messages. Mais il a dit, il faut qu'on signe tout ce qu'on sait sur un bulletin. Et en 64, le premier numéro est sorti. J'ai un exemplaire ici. Alors, à la machine à copier, hein, c'était la Gestetner de service. Et puis, on timbrait nous-mêmes. On avait déjà quelques adresses de bijoutiers. Mais déjà, Hubert Lagache avait commencé ses cours en province. Donc, c'est le point de départ. Et là, on avait beaucoup de travail à faire. Lorsque Daniel Piat a désigné Michel Gaucher et Michel Moreau pour faire un bulletin d'information, c'était dans le but de remettre un document
à tous ceux qui suivaient les cours d'Hubert Lagache. Voilà, premier point. Mais ce bulletin d'information, qu'est-ce qu'on allait mettre dedans? Alors, la première chose, c'est que Daniel Pia avait suggéré qu'on mette des informations qui concernent l'identification des gemmes, c'est-à-dire ce qu'on avait reçu comme enseignement avec M. Gobel et Dina Level. Donc on avait repris un peu ce qui était dans nos cours et on avait commencé par des articles. Alors, au début, on n'avait pas grand-chose. J'avais apporté moi, j'avais plutôt, avec ma tante, la spécialité de négocier des pierres fines, c'est-à-dire toutes les ecbarines, citrines, les quartz et autres. Et Michel Gaucher, alors lui, il était bon dessinateur, et c'est lui qui avait fait la couverture aussi, et puis même le diplôme, le premier diplôme. Donc on a commencé pauvrement sur le plan intellect, parce que on ne savait pas comment on a fait des fautes aussi, et puis après on a commencé à s'améliorer, on a commencé aussi à rechercher. Henri Chumnel est arrivé peut-être un an après, et on a commencé à parler aussi des pierres, enfin, du muséum, des collections, et petit à petit, enfin, au bout de 2 ans, on avait... Bon, Dina Level avait aussi fourni des informations. Avec la chambre syndicale, si on avait, par exemple, des informations sur des directives sur les appellations, donc on pouvait en informer les bijoutiers. Alors, la recherche des clients, c'était surtout par Hubert Lagache, et il y avait une cohésion de l'ensemble de la profession pour, dans le négoce, et surtout au niveau de l'association, ceux qui étaient dans l'association. Eh bien, on a parlé un petit peu aussi des pierres qui étaient sur les bijoux, ça c'était la place Vendôme. Le bulletin d'information s'adressait d'abord à tous les bijoutiers élèves de M. Lagache. Ensuite, nous avons aussi les élèves sur Paris qui recevaient ce bulletin, et puis d'autres sympathisants qui commençaient aussi à s'intéresser aux gemmes. Mon arrière-grand-père, dont le père lui-même était normand, je crois, il était en Normandie, c'est ça, descendant des Vikings, paraît-il. Et il a travaillé sur des cylindres en bois qui servaient à imprimer des tissus. Donc, et après le décès de son père, il reprit bien sûr la gravure, mais il s'est intéressé aux pierres. Il a dit pourquoi pas. Alors, il a commencé à utiliser des outils, évidemment un peu primaires, hein, c'était des tourets, comme on dit, et avec la pointe, il a pu graver quelques camées, et puis il s'est amélioré, et ensuite il s'est installé à Paris, quai d'Anjou, 5e étage, parce qu'il fallait de la lumière, hein, dans les chambres de bonne, comme on disait autrefois. Et puis ensuite, il a eu un fils qui s'appelait Louis. Et Louis, malheureusement, il a été appelé à la guerre, et il a été tué au Champ d'Honneur en 1916, à 31 ans. Ma grand-mère, à ce moment-là, c'est-à-dire sa femme, est donc veuve à 26 ans avec 3 enfants. Elle a courageusement repris le commerce, mais sans l'atelier. Il n'y avait plus de graveur à la maison. Il y en avait beaucoup qui étaient tombés aussi au Champ d'Honneur. Mais elle a repris à ce moment-là le négoce. C'est-à-dire qu'elle a... Moi, mon grand-père était plutôt, lui, du côté un peu artiste, musicien, et mon arrière-grand-père aussi. Bon, c'était pas des commerçants dans l'âme. Mais ma grand-mère, pour faire vivre sa famille, eh bien, elle a dit que
acheter et vendre, c'était encore ce qu'il y avait de mieux pour faire nourrir. Donc le négoce est parti dans les années 1920, quoi, disons, quand elle était veuve. À partir de là, bon, elle a travaillé beaucoup, jusqu'en 1956, c'est-à-dire que où elle avait 65 ans à cette époque et elle a voulu prendre sa retraite. Bon, et elle avait une fille qui s'appelait Francine, qui était célibataire, qui travaillait avec elle. Mais Francine Pitt ne voulait pas assurer la direction et tout le commerce toute seule. Et c'est là qu'elle m'a demandé, moi, de quitter ma Bourgogne pour venir travailler avec elle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé rue Réaumur, dans un bureau, et à regarder des pierres que je ne connaissais pas, ni le rouge, ni le bleu, ni le vert. Ça n'a pas traversé beaucoup la tête pendant ma jeunesse. Mais là, c'est comme ça que j'ai commencé les cours de gémologie. Et puis voilà, toute la suite, c'est l'intérêt de vivre avec ces pierres, de les connaître. C'est un produit, moi je trouve, je faisais toujours un rapprochement avec la vigne, qui était aussi un produit de la nature. Et il y avait donc aussi ces couleurs. Vous savez, on dit toujours, par exemple, un Bordeaux couleur grenat, on parle d'un Beaujolais avec le rubis. On peut dire le Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzel, couleur béryl. Donc pour moi, ça me réjouissait d'être encore un peu loin des vignes, mais en même temps, je pensais à toutes ces matières et puis ce que la nature pouvait nous offrir. Alors, moi, je suis inquiet aussi, c'est voir comment on a maltraité nos gemmes de nature. Au commencement, il y a bientôt 60 ans, je crois même dépassé, on avait appris les principes de base avec M. Gobel et Dina Level. Bon, pour l'identification, c'est-à-dire on avait le polariscope, le réfractomètre, on avait peu de matériel, hein, et puis surtout c'était loupe à l'œil, les inclusions. Alors ça, avec Dina Level, on a passé des heures à regarder l'intérieur des pierres. C'était la carte d'identité. Pour chaque pierre avait une carte d'identité parce que les inclusions n'étaient pas toujours les mêmes. Donc on a commencé aussi à faire des fiches. C'est une histoire avec Hubert Lagache. Tous les deux, dans sa voiture, on allait au Berger M, hein, à Orléans. Et il m'a parlé de l'aviation. Et dans son bulletin d'aviation, il y avait des fiches techniques. Et il m'a dit, mais Michel, il faut faire des fiches techniques qu'on va mettre dans le bulletin. Et le recueil que j'ai vu ces derniers temps est formidable. Mais c'est quand même Hubert Lagache qui a eu l'idée de lancer ces fiches dans le bulletin, qu'on retrouve encore, hein, j'en ai. Et puis ces fiches, il y a un jour j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire les relier? Alors l'imprimeur, il nous a fait un petit recueil, la couverture marron. Aujourd'hui, eh bien, moi je suis dépassé. Quand j'étais expert à la cour d'appel, pour les gemmes, bon, on avait le laboratoire, mais on arrivait à se débrouiller, à trouver ce que c'était que les pierres. Hein, bon, à ce moment-là, on avait encore Jean-Paul Poirot qui nous donnait encore un coup de main. Mais aujourd'hui, je suis incapable de dire si ce rubis est traité, pas traité. Il y a, même dans les diamants, on m'a dit, un jour j'étais avec un diamantaire, ah, il y a quelque chose dans le diamant, ça c'est pas naturel. Bon, moi j'ai arrêté l'expertise, j'ai abandonné, j'ai dit, je suis plus du tout expert. Parce qu'un expert, il doit dire la vérité, il doit dire les choses de sa connaissance. Alors, moi maintenant, je pense qu'il y a des laboratoires qui sont équipés, mais je pense que les bijoutiers ne peuvent plus maintenant faire ce que Hubert leur a appris. Ils peuvent peut-être encore, pour certaines pierres, hein, je pense comme les améthystes ou les citrines,
Bon. Mais c'est pareil, les aigues marines chauffées, et puis les topazes qui sont aussi traités. Combien de topazes j'ai vu dans les vitrines qui étaient à des prix défiant toute concurrence, mais c'était des topazes soumises à des traitements et pour les rendre bleus, mais c'est plus des topazes naturels, c'est fini. Quand on vend une pierre, il y a un contact, il y a une confiance. Si le client n'a pas confiance, il ne viendra pas vous acheter une pierre. Mais je pense qu'une bonne étude déjà de la minéralogie, moi je mettrais d'abord la minéralogie, et puis ensuite poursuivre vers la gémologie. Mais il faut déjà apprendre comment s'est formé tous ces gisements. Hein, par exemple, on prend les péridots, mais il faut voir comment était le péridot. Mais c'est comme l'opale, il y a eu de l'eau qui a formé, mais ça c'est de la minéralogie aussi. Puis après, il y a la gémologie, qui est celle d'avoir une belle opale. Parce que la gémologie, c'est la science des gemmes, mais elle est cristallisée, elle est faite pour être employée pour un bijou. Alors que les minéraux, c'est plutôt de la décoration, il n'y a qu'à voir ce qui était fait au muséum, quand on voit les cristaux géants. Bon. Et puis il y a une chose aussi, c'est que j'ai bien aimé, dans les collections, j'en ai encore pas mal, c'est toute la partie des pierres amorphes, c'est les agates, les jaspes, les lapis lazuli, le corail, il y a toutes ces pierres qui ont été taillées. Ça, on a fait beaucoup de choses. C'est Jean Vendôme aussi, qui a fait aussi. Alors lui, il a pris même des petits brutes, on lui a ramené des canons de tourmaline, et il faisait des choses merveilleuses. Donc le métier de lapidaire, c'est un métier qui s'apprend sur plusieurs années. Négociant ne peut pas être un collectionneur, même avec la plus belle pierre qu'il a peut-être achetée dans un pays étranger. Donc, un collectionneur ne peut pas, lui non plus, être négociant, parce qu'il aura aimé ces gemmes, il les aime aller regarder, il les sort de son coffre. Ah, j'ai cette belle pierre, et puis je la regarde. Bon, il ne la vendra pas. Mais le négociant, il a besoin de faire tourner sa boutique, donc il vendra ses plus belles pierres.